Historiquement vôtre. Le récit. Sur la cime des monts commençant d'éclairer, je commence déjà de me faire admirer. Mais Stéphane parlait de Louis XIV, pas de vous, on avait dit. Non, c'est bien du Roi Soleil dont il s'agit. Nous sommes en février 1653 sur la scène du Petit Bourbon à Paris. Dans le ballet royal de la nuit d'Isaac de Benserade, Louis XIV, qui a tout juste 14 ans, est vêtu d'un costume scintillant d'or et de pierreries. Il joue le rôle du soleil levant. Précoce communicant, Louis XIV pense même à faire immortaliser cette représentation de lui en soleil, ce que n'avait pas pensé à faire son père Louis XIII, pour affirmer la grandeur des rois de France. Quoi de mieux que la danse ? Louis XIV en est grand amateur, heureusement pour lui, car on le plonge dans la marmite tout petit, dès l'âge de 7 ans. Associée à l'escrime et à l'équitation, la danse tient une place essentielle dans l'éducation nobiliaire. Le jeune Louis la pratique auprès des plus grands maîtres. Il s'entraîne 2 heures par jour le matin. Appliqué, le roi se montre très adroit dans tous les pas qu'il doit exécuter. Pas grave, coupé, pas de gavotte, chassé, sissonne. Créatif, Louis XIV ajoute même sa patte à ses mouvements et réinvente l'entrechat. La danse dans laquelle il excelle, c'est le raffiné menuet. En 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous faites une petite démo, Stéphane, je vous sens parti là. Dans ce ballet de la nuit, Louis danse aux côtés de Jean-Baptiste Lully, avec qui il se lie très vite d'amitié. Lully, qui deviendra par la suite le compositeur attitré du roi, apprend la musique avec le chef des violons de Mademoiselle de Montpensier. Musique et danse font bon ménage dans tous les ballets que donne la cour depuis le XVIe siècle. C'est Catherine de Médicis qui importe le ballet italien à la cour de France en 1581. Véritable spectacle, il allie poésie, art visuel, musique et danse. Chacun a son rôle à jouer, attribué par le roi en personne. Branle, sarabande, courante, pavane. La branle ? Oui. Ces danses que l'on retrouve dans toutes les cours européennes doivent être maîtrisées par tous. Les femmes et les hommes de haut rang qui sont conviés au bal. C'est le protocole, Mathieu. Et si on ne sait pas danser, on ne peut pas on ne peut pas être reçu à la cour. Égard à celui qui se trompe de pas. Cela peut créer un scandale. Scandale aussi si vous êtes une dame et montrez vos chevilles, alors que les nobles pratiquent la danse basse et évitent généralement les sauts, sauf dans certaines danses comme la volte. Comme la branle. S'il est un divertissement qui illumine de nombreuses soirées à la cour, le ballet est surtout un art majeur et un outil politique. Miroir de la société aristocratique, il exalte la grandeur de la monarchie. En 1661, à 23 ans, à la mort du cardinal Mazarin, Louis XIV commence véritablement son règne. Il prend les rênes du pouvoir et fonde, cette même année, l'Académie royale de danse. Ne supportant plus l'hégémonie culturelle de l'Italie, il accentue la politisation de la danse et sa professionnalisation. En même temps, le ballet des saisons, inspiré des Métamorphoses d'Ovide, se joue en plein air à Fontainebleau durant l'été. 900 habits ont été créés pour l'occasion, des costumes taillés dans des tissus rebrodés d'or, de rubans et de pierres précieuses. Louis XIV joue le rôle de Cérès, déesse de l'agriculture, une femme, et du printemps. Sa cousine Henriette d'Angleterre joue Diane. Elle est entourée de ses nymphes, parmi lesquelles Mademoiselle Mancini et Louise de la Vallière, dont le roi tombe sous le charme lors de la première représentation. En juin 1669, l'Académie royale de musique, ancêtre de l'Opéra national de Paris, voit le jour. 2 ans plus tard, Pierre Beauchamp, maître à danser du roi, devient maître des ballets de cette Académie royale de musique, devenant le plus grand chorégraphe de son temps. Il élabore la codification de la technique de danse classique et définit les 5 positions des pieds. Beauchamp collabore avec Molière et Lully, et le trio donne naissance à la première comédie-ballet, Les Fâcheux, composée en 1661 pour la fête qui causera la chute de Fouquet au château de Vaux-le-Vicomte. Puis à d'autres chefs-d'œuvre comme Le bourgeois gentilhomme et Le malade imaginaire. Notons que sur les 33 œuvres de Molière, 13 sont des comédies-ballets. On a tendance à l'oublier car la parole a pris le pas dans son œuvre, mais à l'origine, dans les pièces de Molière, on dansait. Et Louis XIV, il danse encore à ce moment-là ou il regarde les comédies-ballets depuis son fauteuil royal ? Restez bien installé dans votre fauteuil à vous, mon cher Mathieu. Vous saurez tout cela dans un instant. Europe 16h, 18h. 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit. Stéphane, vous nous avez laissé au moment où le roi dansait. Eh bien, continuez maintenant. Oui, je continue, mais Louis XIV, lui, va s'arrêter. Ah. Bien entendu, on danse toujours à la cour du roi. Des ballets d'un côté, des bals souvent de l'autre. Et certains entraient carrément dans l'histoire, comme le grand divertissement royal donné le 18 juillet 1668, célèbre fête de Louis XIV à Versailles venant célébrer la gloire du roi après la paix d'Aix-la-Chapelle et le rattachement de plusieurs places flamandes à la France. On y mange, on y festoie et on y danse. Cette fête extravagante subjugue par sa mise en scène, ses décors et son bal. Elle marque aussi l'intérêt grandissant du roi pour Versailles qui passera de lieu de fête et de réjouissance à celui de lieu de gouvernement. 2 ans plus tard, Louis XIV monte une dernière fois sur scène dans la comédie-ballet Les Amants Magnifiques, la dernière collaboration de Molière et Lully. Alors qu'il a travaillé sans relâche les rôles de Neptune et de Soleil Apollon, Louis XIV ne danse qu'à la première représentation. À 32 ans, le roi met fin à une carrière de danseuse... Et ça y est, premier dérapage historique de Stéphane Bern. À 32 ans, le roi met fin à une carrière de danseur de près de 20 ans, commencée pour la première fois en public à l'âge de 12 ans, dans le ballet de Cassandre. Mais Stéphane, c'est parce que c'est des raisons physiquement personnelles qui fait qu'il arrête? Parce que 32 ans, c'est jeune. À l'époque, c'est vieux, 32 ans? Écoutez plutôt, si le roi Soleil tire sa Comment dire, ferme révérence ta gueule poliment, Bern. 45 ans avant sa mort, c'est sûrement parce qu'il se sent moins à l'aise de danser. Oui. Il a peur d'avoir moins de dextérité, il a peur de tomber aussi. Ah bah, il n'est pas vieux quand même. Et c'est normal, car si le roi tombe, Ah oui. c'est toute la France, c'est le royaume qui tombe. D'autres avancent une autre hypothèse. En quittant la scène, Louis XIV aurait souhaité se distancier du peuple. Tout à chacun ne doit pas avoir la possibilité de le voir. Rencontrer le roi doit rester un privilège. Le roi continue jusqu'à la fin de son règne à encourager la création artistique française et son fidèle Lully y est pleinement engagé. Si le roi ne danse plus, Lully compose toujours et en 1672, il devient directeur de l'Académie royale de musique. C'est alors que le compositeur s'affranchit de son Italie natale en imposant l'opéra à la française avec danse, qui s'éloigne de l'opéra italien sans danse. Mazarin avait échoué dans sa tentative de faire entrer l'opéra italien en France, car les Français voulaient du ballet. Lully leur en a donné. Jusqu'à sa mort en 1687, à la suite, vous savez, c'est terrible la mort de Lully, d'une blessure au pied parce qu'il a frappé de son bâton le pied, il s'est blessé, la blessure s'est envenimée et en pleine répétition d'un Tédéum préparé en hommage de Louis XIV, qui lui se remettait tout juste d'une maladie, Lully, il a vu sa jambe se gangréner et il en est mort. En disant à l'époque que le roi souffrait d'une tumeur à la cuisse. Mais bien vite, la pudeur a laissé place à la réalité. C'était une fistule anale, c'est-à-dire un abcès situé près de l'anus. Heureusement pour lui, à cette époque-là, Louis XIV avait depuis longtemps arrêté de danser. Et de cette fistule anale est né un bel hymne. Ah bon? Le God Save the Queen.